There's a brand new day and a brand new song. In my heart, there's a young love passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, and need to disobey. N'oubliez jamais. Bonsoir. Alors, petit intermède. Donc, j'ai eu quelques problèmes techniques, je vous avoue. Ça y est, j'ai trouvé une solution pour tenir mon téléphone portable et pour qu'il se balade pas trop. Alors, donc normalement, la vidéo de la deuxième partie devrait être de meilleure qualité, plus stable en tout cas, et avec un peu moins d'inconvénients du direct. Donc, je reprends mon débrief de l'audience du 30 mars 2018. Après avoir dîné, voilà, discuté un petit peu avec la personne de la réception, qui est très sympathique. Voilà, donc j'en étais où? Oui, alors on en était au second argument, en fait. Concernant l'inconventionnalité de la loi sur laquelle repose l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Donc voilà. Donc on avait dit que l'arrêté du ministère de l'Intérieur reposait sur une loi qui n'était pas constitutionnelle. Mais bon, ça, le Conseil constitutionnel avait à peu près résolu le problème en disant que la loi était inconstitutionnelle, mais que malgré tout, on pouvait conserver cette loi anticonstitutionnelle jusqu'au 30 juin 2018, le temps de la pimper un peu, le temps de la réparer, quoi. Et entre-temps, bien sûr, on a vu qu'il y avait deux compères à M. Gérard Collomb, qui ne sont pas du même parti que lui, mais bon, qui apparemment veulent bien lui donner un coup de main, donc pour faire un filet, ce qu'on appelle un filet, une espèce de trapèze. Donc ils ont sorti une proposition parlementaire de loi qui est devenue une loi. Alors, ouais, je vois qu'il y en a qui commentent, alors c'est bien. Alors, mais je vois pas, de là où je suis, je vois pas vos commentaires, parce qu'en fait je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est pour ça que je réponds pas à vos commentaires. Voilà, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, tout simplement. Donc en fait, ces deux joyeux compères, donc que sont Monsieur Jean-Luc Warsmann et François-Noël Buffet, donc le premier est député, le second est sénateur, ils sont tous les deux parlementaires, et ils se sont arrangés, donc avec Monsieur Gérard Collomb. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait de leur propre chef, ou bien s'il y a eu des discussions, ou bien s'il y a eu des petites négociations du genre je te passe le sel, passe-moi le poivre. Enfin, vous savez comment ça se passe entre parlementaires, hein. C'est pas de l'anti-parlementarisme primaire, mais on sait très bien que si par exemple un sénateur ou un député a besoin d'une crèche ou bien a besoin d'une dotation de l'État, bah voilà, ça se négocie comme ça. Voilà, je vous apprends rien, je pense que c'est pas du populisme que de dire ça. Et voilà, et bien, il y a largement bien pire. Donc on a dit que en fait, pour pallier à l'inconstitutionnalité de la loi sur laquelle reposait l'arrêté du ministère de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel avait une baguette magique qui s'appelle, qui consiste en fait à appliquer la loi, mais a posteriori. C'est-à-dire qu'on déclare que la loi est anticonstitutionnelle, mais on continue quand même à l'appliquer en attendant qu'on la patche. C'est pas mal, c'est pratique. Donc voilà, mais ça par contre pour la Convention européenne des droits de l'homme, ça est plus compliqué. Parce que en fait la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un traité international, donc
je vous apprends rien en vous disant que les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales. C'est comme ça. Ça fait partie du droit international et heureusement. Et voilà. Ce qui fait que, en fait, la Convention européenne des droits de l'homme est supérieure à la loi française, mais à la loi de l'ensemble des pays qui constituent la communauté européenne. Mais ça vaut également pour les traités internationaux. Et donc, ça c'est la première particularité de la Convention européenne des droits de l'homme. La seconde particularité de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle est d'application immédiate. Donc si un tribunal quelconque constate qu'il y a une inconventionnalité, il est tenu de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme, ou alors il risque, enfin la France, pas le tribunal, risque une condamnation, ce qui serait quand même fort dommage. Et puis en général, le tribunal administratif n'aime pas que ces décisions soient retoquées par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça la fout un peu mal, pour parler familièrement, qu'une décision en fait du tribunal administratif ou de la Cour de cassation ou de n'importe quel autre tribunal, mais soit retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et en fait, c'est, je pense, ce qui fait le plus peur à la présidente, à la rapporteure et à tout ce beau monde qui s'est réuni donc le 30 mars 2018 quasiment en conclave. Malheureusement, je n'ai pas été convié à cette petite sauterie. Mais alors là où tout le monde a été surpris, c'est que la rapporteure, alors bon, d'abord elle a qualifié cet élément de l'argumentaire de mon avocat, donc Bruno Villet, de cœur de l'argumentation. C'est à peu près la seule chose sur laquelle on soit d'accord. Effectivement, le cœur de l'argumentation, c'est de dire que l'arrêté du ministère de l'Intérieur est inconventionnel. Et c'est le seul accord. La loi française est clairement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs pour les mêmes raisons retenues par le Conseil constitutionnel. Donc, si vous voulez, le Conseil constitutionnel a tenté d'éviter une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Si jamais je devais m'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire appliquer le droit, tout simplement. Mais eh bien, le gouvernement, et à la tête duquel le ministère de l'Intérieur a décidé de passer outre. Et donc pour ne pas être taxé d'irrégularité, moi je m'autorise à penser, bon je ne fais pas partie des milieux autorisés, comme dirait un certain Coluche, mais bon, je m'autorise à penser que Gérard Collomb donc a appelé à la rescousse ses petits copains, M. Buffet et M. Warsmann, qu'il connaît très bien. Alors M. Buffet, il est lyonnais comme lui, enfin il habite dans la région lyonnaise, il est député du Rhône, je crois, donc je pense qu'il est amené à le voir assez régulièrement, à Paris, à Lyon et ailleurs. M. Warsmann, bon, c'est le rapporteur de beaucoup de lois, donc il est très courtisé, et puis voilà, et puis il est assez constructif, et donc je pense aussi qu'il doit être amené à croiser M. Gérard Collomb et toute la chancellerie assez régulièrement. Et donc ces deux illustres personnages, ont permis à M. Gérard Collomb de temporiser. D'ailleurs, M. Gérard Collomb est en train de construire, ou reconstruire, ou déconstruire, vous choisissez le terme que vous voulez, le CESEDA, c'est-à-dire le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Donc ça a commencé aujourd'hui, il y a une commission des lois qui en quelque sorte va préparer la loi, consulter un certain nombre d'experts, et puis ensuite cette loi va emprunter ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire qu'elle va aller à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis revenir à l'Assemblée nationale et repartir au Sénat, à moins qu'il y ait une procédure express. C'est tout à fait envisageable. Et donc au cours de cette navette parlementaire, a priori, cette loi devrait être amendée. Si toutefois, on accorde aux députés et aux sénateurs le pouvoir d'amender la loi, puisque même ce pouvoir d'amendement
serait fortement contesté par la majorité présidentielle actuelle. Donc la majorité présidentielle exerce vraiment un pouvoir exorbitant, puisque bah, c'est une majorité qui est quand même assez forte, enfin en tout cas forte, on va dire massive, imposante. Après, au niveau intensif, je ne sais pas si elle est si forte que ça. Bon, la contestation qui est en son sein, elle est très rapidement étouffée. On a vu par exemple M. Clément, que je remercie au passage. Ça m'étonnerait qu'il m'écoute, mais bon, si jamais vous connaissez M. Clément, vous lui passerez le bonjour. Alors c'est un député, figurez-vous, qui fait partie de la majorité, de la République En Marche. Mais bon, ce député-là a des principes, il connaît le droit, et il a été quand même vent debout pendant la navette parlementaire qui concernait donc la fameuse PPL du Fossoyeur. Alors la PPL du Fossoyeur, c'est le nom que j'ai donné à cette loi de M. Warsmann et de M. Buffet, qui a été donc qui est rentrée en vigueur le 22 mars 2018. Voilà, bon alors pourquoi, pour l'anecdote, pourquoi PPL du Fossoyeur? Parce que tout simplement j'avais trouvé une citation que je trouvais assez sympa qui disait « Tout le monde répond à l'appel du Fossoyeur », l'appel L''A2PEL, voilà. Donc moi je me suis dit non, à moi je ne réponds pas à l'appel du Fossoyeur. L'appel aussi bien L''A2PEL que l'appel, l'instrument, qui sert à fossoyer d'ailleurs. Et donc, petit jeu de mots, voilà, PPL, PPL, c'est-à-dire proposition parlementaire de loi, et donc ça a donné PPL du Fossoyeur. Donc moi je ne réponds pas à la PPL du Fossoyeur, parce que j'ai pas envie d'être fossoyé physiquement ou comment dirais-je, législativement, ou voilà, par des gens, je pense, qui sont quand même, sur le plan intellectuel, je trouve ça quand même assez pitoyable de changer les règles du jeu comme ça en cours de route, sous prétexte que je suis censé incarner, je sais pas, l'axe du mal, à moi tout seul, ou bien, je sais pas, voilà, je suis peut-être l'avocat du diable, ou le diable lui-même, je ne sais pas, enfin bref, j'ai trouvé en fait ce petit jeu de dupes consternant. Consternant parce que bah, la majorité actuelle a tous les outils, tous les moyens pour pouvoir appliquer la loi et est obligée d'avoir recours à des diversions, oui, qui font que effectivement les gens qui ne connaissent pas vraiment la loi se méfient de plus en plus effectivement des parlementaires. Voilà. Donc voilà, excusez-moi pour cette digression, mais voilà, j'en ai un peu gros sur la patate, ou gros, oui, enfin je sais pas comment on dit, mais j'ai pas vraiment apprécié, si vous voulez, qu'après avoir saisi le Conseil constitutionnel, M. Warsmann et M. Buffet se permettent de faire cette proposition parlementaire de loi pour sauver le soldat Gérard Collomb et lui permettre tranquillement de passer sa nouvelle loi asile et immigration qui promet d'être assez consternante. Voilà. Ceci dit, donc heureusement qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui est quand même un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus respectueuse du droit, on va dire. Et donc la rapporteure de la loi, la rapporteure publique, a sorti de son chapeau une argumentation assez spécieuse, en tout cas assez spéciale au moins. Et donc elle a proposé une réponse inédite, originale et déconcertante, qui est la suivante. Alors, elle nous dit, la Convention européenne ne serait pas applicable à mon affaire. Pourquoi? Car je serais un étranger en situation irrégulière, figurez-vous. C'est-à-dire que je suis en France, je suis sur le territoire français. Le ministère de l'Intérieur m'a fourni une
autorisation provisoire de séjour depuis avril 2008. On est en avril 2018, donc ça fait 10 ans que je suis sur le territoire français. Au-delà, bien sûr, des années précédentes, hein, puisque je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, que j'ai acquis la nationalité française par naturalisation, qu'on m'a retiré la nationalité française, là aussi, par des méthodes assez, on va dire, barbouzardes, hein. Parce que franchement, utiliser une note DRG, à l'époque c'était la DCRG, pour dire que j'étais de mauvaise vie et de mauvaise mœurs, utiliser un vieux substrat du Code civil pour déclarer que j'étais de mauvaise vie et de mauvaise mœurs, et donc on devait rapporter le décret de naturalisation qui me concernait. Et d'ailleurs, ironie du sort, on retrouve toujours les mêmes, j'allais dire. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, M. François Fillon était ministre des Affaires sociales. Et donc, c'était à lui qu'incombait la grave tâche, mais il n'en a pas fait une grande gravité, de me retirer la nationalité française. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il a utilisé un vieil article qui était resté, un vieil article du Code civil, qui dit que lorsqu'on est de mauvaise vie et de mauvaise mœurs, comme moi, excusez-moi, du peu, eh bien, on peut vous retirer la nationalité française si vous l'avez acquise par naturalisation. Et bien sûr, en fait, c'est dans un délai d'1 an. Et devinez combien de temps il a fallu pour m'appliquer cette loi, ce résidu du Code civil, à 1 an, moins 1 semaine. Voilà, donc quoi vous dire, si je devais vous raconter mon histoire, mon odyssée là depuis 2008, c'est que des trucs comme ça. En fait, je suis toujours rattrapé par le temps, mais toujours du mauvais, de la mauvaise façon. Enfin, ça dépend de quelle perspective on se place, hein. Enfin, si on se place de mon point de vue, bah, le temps me rattrape. Je suis une espèce de repris de justesse en fait à chaque fois. Voilà, excusez-moi pour la petite digression, mais bon là c'est le soir, je suis un peu fatigué, donc ne m'en veuillez pas. Donc je reprends le fil de ce que je vous disais. Oui, donc la rapporteure dit, donc elle a proposé une réponse inédite, originale et déconcertante, qui est la suivante: la Convention européenne n'est pas applicable à mon affaire car je suis un étranger en situation irrégulière. Et effectivement, si on en croit la rapporteure, le ministère de l'Intérieur m'a retiré mon autorisation provisoire de séjour en septembre 2016. Mais en disant cela, la rapporteure, donc le ministère de l'Intérieur m'a effectivement retiré mon autorisation provisoire de séjour en septembre 2016, c'est-à-dire environ 2 à 3 mois avant ma déportation de Carmaux, dans le Tarn, vers Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. Mais en disant cela, la rapporteure reconnaît sciemment qu'en fait le ministère de l'Intérieur cherche à m'éloigner en utilisant un peu la technique du voleur chinois. Vous connaissez un peu la technique du voleur chinois? Le voleur chinois, si vous voulez, eh ben, il vole un vase. C'est un voleur chinois qui vole un vase dans une grande propriété. Et en fait, pour voler ce vase, il le déplace chaque jour de quelques centimètres. Si bien qu'au bout d'un certain temps, le vase se retrouve subitement proche de la porte et puis franchit la porte et finalement il arrive à le dérober comme ça. Le ministère de l'Intérieur utilise un petit peu la même technique, la technique du voleur chinois. Je ne suis pas sinophobe, hein, attention, hein. Je ne suis pas non plus sinophile, mais bon, je suis entre les deux, quoi. Non, mais j'ai rien contre, contre les Chinois, les Asiatiques en général, j'ai beaucoup d'amis asiatiques, hein. C'était juste une boutade. Bon, moi
cette histoire-là, on m'a toujours dit que c'était l'histoire du voleur chinois. Alors les Chinois confirmeront ou infirmeront. Hein, c'est peut-être de la sinophobie primaire. Hein. Bon, et en fait, le ministère de l'Intérieur donc reconnaît, enfin en tout cas la rapporteure confirme, si vous voulez, que le ministère de l'Intérieur, depuis septembre 2016, est en train de monter une cabale. Et on va voir que cabale, c'est pas un gros mot. Vous allez voir que c'est vraiment une vraie cabale. Donc le ministère de l'Intérieur, depuis septembre 2016, cherche par tous les moyens à me neutraliser, à faire que je quitte le territoire français. Et ben alors, et pourquoi? Pour me faire lâcher prise, moi, ma femme et mes enfants. Alors revenons sur cette cabale, justement. Donc septembre 2016, j'arrive au commissariat de Carmaux, et là, un OPJ me dit, écoutez, monsieur Daoudi, on a besoin de votre passeport. Voilà, est-ce que vous avez votre passeport? Je leur dis, ben non, j'ai pas de passeport. Non, d'ailleurs, mon passeport, ça serait bien que vous me le redonniez, parce qu'en fait, il a été confisqué au moment de mon arrestation en octobre, si je me souviens bien, enfin en septembre, fin septembre 2001. Il a été confisqué par les autorités britanniques, hein, puisque j'étais arrêté sur le sol britannique, et a priori il fait partie des scellés qui ont dû être remis normalement aux officiers de la DST. À l'époque c'était la DST, la direction de surveillance du territoire, hein, qui a ensuite été remplacée par la DCRI, direction centrale du renseignement intérieur, qui elle-même a été remplacée par la DGSI, la direction générale, la direction générale des services intérieurs, si je ne me trompe pas. Donc on en est à la troisième génération. Bon, on va pas revenir à l'OSS, etc. Enfin, l'OSS c'est américain, mais bon, comment ça s'appelait avant? Enfin bref. Donc, moi j'ai connu la DST, hein, attention. Je suis un vieux de la vieille. Et donc la DST m'avait confisqué mon passeport algérien, et depuis je ne l'ai plus revu. Et elle m'a également confisqué ma carte de séjour qui était valable jusqu'en 2011, et j'en ai pas revu la couleur non plus. Et donc l'OPJ m'a dit, bah voilà, il nous faut absolument votre passeport. Je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai pas de passeport. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Et effectivement, quelques jours après, quelques semaines après, en fait, le ministère de l'Intérieur ne m'a pas renouvelé mon autorisation provisoire de séjour, qui est un document qui ressemble, si vous voulez, à une espèce de, je sais pas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un livret de famille. Hein. Enfin, c'est pas discret, je veux dire. Si vous avez la carte d'identité nationale biométrique, disons que ça fait 5 ou 6 fois la taille d'une carte bleue. Donc déjà quand vous allez pour récupérer un colis à la poste, ou bien que vous devez justifier de votre identité, c'est tout juste, si vous déroulez pas, enfin si c'est tout juste si on vous prend pas pour comment on appelait ça avant, les gens qui venaient dans les marchés, enfin pour les réunions publiques, etc., qui disaient avis à la population, etc., et tambouriner, et puis ils annonçaient la grande nouvelle. Bon, enfin bon, c'est un document qui est absolument pas discret. Bon, ce document-là me permettait en théorie de travailler. Je n'ai jamais pu travailler, alors que c'était pas l'envie qui manquait, parce que tout simplement personne n'a voulu m'employer, et c'est pas faute d'avoir des compétences, c'est que bon bah chaque fois que un DRH tapait mon nom et mon prénom, bon bah il tombait sur des articles qui me dépeignaient comme quelqu'un de dangereux, voilà, qui a tous les vices, et donc du coup bah, c'était difficile de m'employer. Voilà. Et donc j'avais un document qui me permettait théoriquement de travailler, mais qui ne m'a jamais permis de travailler.
Alors pour répondre à tous les hurluberlus qui m'insultent sur les réseaux sociaux, qui croient que je profite des largesses de la République, etc. Alors je vous rappelle que je ne perçois rien, 0 € par mois. Donc je n'ai ni RSA, ni allocation, ni aucune aide de l'État ou d'un quelconque organisme. Donc jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, je ne coûtais absolument rien à l'État. Et c'est mon épouse qui pourvoyait à mes besoins. J'essayais moi aussi d'apporter ma contribution en rénovant une maison qu'on avait achetée il y a quelques années en arrière. Donc voilà, ça me permettait, à défaut de gagner un salaire, au moins de ne pas faire de dépenses excessives. Et donc depuis 1 an et demi, le ministère de l'Intérieur qui aime bien dire que voilà, enfin qui aime bien faire la chasse au gaspille, dépense de l'argent pour me mettre dans un hôtel à 460 km de ma famille. Et voilà, ça coûte quand même un certain prix. Alors, et c'est pas moi qui demandais, puisque moi, tout ce que je demande, c'est de revoir ma femme et mes enfants dans le Tarn, à Carmaux. Voilà. Mais bon, apparemment, le ministère de l'Intérieur n'est pas du tout dans cette logique. Donc, suite à cet événement, le ministère de l'Intérieur a refusé de me délivrer une autorisation provisoire de séjour. Et donc, je me suis retrouvé de fait sans papier. Ensuite, alors il y a eu une perquisition administrative du nouveau préfet. Alors ce monsieur s'appelle Jean-Michel Mougard. Donc il a pris ses fonctions le lundi 19 septembre au matin. Et devinez à qui il a succédé? Il a succédé à monsieur Thierry Gentilhomme. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, mais en fait c'est celui qui a été vertement critiqué pour la gestion calamiteuse du dossier de Sivens. Vous savez, le dossier dans lequel le jeune Rémi Fraisse a été assassiné, tué en tout cas, dans une intervention musclée de la gendarmerie. Donc ça s'est passé dans le Tarn, à quelques kilomètres de mon domicile. Et donc ce monsieur Michel Mougard, qui est arrivé le 19 septembre et qui a pris la succession de monsieur Thierry Gentilhomme, a déclaré donc lors de sa prise de fonction qu'il serait le préfet du dialogue et de l'apaisement. Dixit, la dépêche du midi. Voilà. Qui a reçu un beau prix d'ailleurs récemment. Ouais, il le mérite, voilà. C'est Dépêche du Midi, c'est un quotidien de la presse régionale qui est pas mal, quoi. Alors figurez-vous que la Dépêche du Midi, je leur fais plein de bisous, le jour où j'ai été éloigné, déporté, hein, n'ayons pas peur des mots, donc de Carmaux vers Saint-Jean-d'Angély, ils ont eu la bonne idée de publier en une de la Dépêche du Midi, l'édition de Carmaux, l'édition d'Albi, mais même je crois l'édition régionale, voire l'édition nationale, pour ne pas dire l'édition internationale. Donc en première page, il y avait une photo avec, je crois que je ne sais plus si c'était ma photo ou la photo de policier du RAID, avec en titre Kamel Daoudi a été déplacé de Carmaux vers la Charente-Maritime. Voilà. Donc c'était un lundi. En fait, j'ai été déporté le dimanche. Et donc, ils ont titré en une le lundi avec mon nom, mon prénom, etc. Voilà, mes enfants, bien sûr, sont à l'école. Ma fille aînée voilà, a dû subir cet affront. Ma femme, bien sûr, avec ses super collègues, hein, qui ont été vraiment d'une solidarité, comment dirais-je, qui frise vraiment la misanthropie, quoi. Enfin, je veux dire, des gens qui sont censés être quand même un peu mieux éduqués que les autres, hein, puisque c'est des professeurs de l'éducation nationale qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de gloser à l'infini sur cette une. Hein.
Voilà, c'est le genre de personnes que vous avez à Carmaux. Alors il n'y a pas que ces gens-là, heureusement, fort heureusement, mais il y en a beaucoup des gens comme ça. Et qui se revendiquent en plus socialistes, c'est ça le pire. Alors il faudra qu'on m'explique quel type de socialisme, en tout cas c'était pas celui de Jean Jaurès, à mon avis. Donc après cet événement, il y a eu donc une perquisition administrative qui a été ordonnée par M. Michel Mougard, vous savez, qui a dit qu'il était le préfet du dialogue et de l'apaisement. Bon, bah apparemment le dialogue et l'apaisement, c'était pas pour moi, puisqu'ensuite ce monsieur-là, donc non satisfait d'avoir perquisitionné mon domicile familial pour prendre tous mes effets et ceux de ma femme qui ressemblaient à un ordinateur ou un téléphone portable, eh bien, cette perquisition d'ailleurs n'a rien donné, hein, puisqu'on m'a rendu ces ordinateurs, ces téléphones, après bien sûr en avoir copié tout le contenu une quinzaine de jours après. Eh bien, non content que cette perquisition administrative n'aboutisse à ce qu'il souhaitait, il a ordonné, en tout cas lui ou bien ses chefs du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait un quart de CRS qui reste stationné pendant près de 2 mois devant notre domicile familial. Pendant toute la nuit, donc on entendait le moteur, on entendait les coups de fil des gendarmes mobiles. C'était 2 équipes de 5 à 6 gendarmes mobiles, donc une douzaine de gendarmes mobiles qui logeaient pas en caserne, mais qui logeaient à l'hôtel. Donc tout ça aux frais du contribuable, et qui restaient en permanence postés devant chez moi. C'est tout juste s'ils ne venaient pas prendre le thé avec nous dans le jardin. Donc toutes les nuits entre 21h et 7h du matin, avec le moteur allumé. Donc bien sûr, tout ça, ça a causé un grand désordre. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la perquisition administrative a été menée par des agents de la DGSI, cagoulés bien sûr. Donc il y en avait 4 qui étaient cagoulés, et puis 4 ou 5. Et en fait en tout, il y avait tous les OPJ du commissariat de Carmaux, donc une capitaine, un major, un lieutenant, et enfin bref, tous les OPJ pratiquement du commissariat de Carmaux avaient été réquisitionnés, plus un officier détaché de la préfecture de police d'Albi, plus, je vous disais donc, 4 officiers ou sous-officiers, en tout cas il y avait au moins un capitaine de la DGSI de Toulouse. Et donc voilà, ils ont perquisitionné en plus en l'absence de ma femme. Et fort heureusement en l'absence de mes enfants. Ils ont fait ça en début d'après-midi. Donc ils m'ont ordonné d'ouvrir la maison et ils ont procédé à une perquisition méticuleuse de mon lieu d'habitation. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien, le ministère de l'Intérieur a finalement ordonné un éloignement spectaculaire un dimanche matin. Donc je suis arrivé au commissariat, et le commandant de police, qui est toujours en exercice, et je vous raconterai que ce commandant de police, en plus, il a hérité de l'enquête sur une autre affaire, en fait, sur un dépôt de plainte contre X de ma femme, au sujet d'un vrai faux colis piégé. Et donc, ce personnage-là, qui exerçait auparavant dans la ville d'Orange, voilà, donc c'est quand même une ville assez connotée, s'est retrouvé commandant de police à Carmaux. Et à un moment, j'ai eu une discussion avec lui, un peu à bâton rompu, et il m'expliquait les vertus du colonialisme. Non, non, je vous assure. Enfin bref, il faisait son chef, et donc ce personnage-là s'est vu confier une enquête. D'ailleurs, mon avocat va requérir qu'il soit dessaisi de l'enquête, lui ainsi que le procureur d'Albi,
puisque en fait cette enquête elle est contre X et il est fort probable que le X en question, eh bien, petit à petit se précise et se rapproche un peu de lui, quoi. Donc en fait, il serait un peu juge et partie et enquêteur à la fois, donc ça serait un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, on verra, ça c'est encore une autre affaire, je vous en dirai davantage quand ça sera le moment. Et donc mon éloignement spectaculaire, donc un dimanche matin, je suis arrivé comme à l'accoutumée pour mon pointage. J'avais eu à peine le temps de dire au revoir à ma femme et mes enfants, puisque j'étais censé aller chercher les croissants et revenir à la maison pour prendre le petit déjeuner avec eux. Après mon premier pointage, écoutez, les choses ne se sont pas passées comme ça, puisque ce dimanche matin, il y avait le commandant de police qui était là. Alors bon, un dimanche matin, c'est quand même un peu bizarre de voir le commandant de police. Et donc il m'a tendu un document voilà, qui m'annonçait que je devais être immédiatement évacué, pour reprendre les termes du ministère de l'Intérieur. Et donc je l'ai été de façon spectaculaire, puisque j'ai été emmené, donc fouillé bien sûr à nu, menotté, masqué, un petit peu comme à Guantanamo, c'est-à-dire qu'on m'a mis une espèce de masque intégral. Bon, ça m'empêchait pas d'écouter, mais enfin ça m'empêchait de voir. Donc j'étais emmené par un peloton de 7 policiers du RAID dans un convoi qui contenait 2 estafettes. Petit clin d'œil à Camille, elle se reconnaîtra. Donc 2 estafettes noires, hein, et le trajet de ces 2 estafettes noires était ouvert par 2 motards. Et donc on m'a amené comme ça jusqu'à Toulouse. Ensuite j'étais pris en charge par une nouvelle équipe de gendarmes, cette fois-ci, des gendarmes d'élite. Donc jusqu'à mon point de chute en Charente-Maritime. Et bien sûr, le lendemain, donc la dépêche du midi titrée Daoudi éloigné de Carmaux vers une commune de Charente-Maritime. Donc ça, c'était pour la dépêche du midi. Et puis réponse du berger à la bergère, le journal de la PQR locale de Charente-Maritime, qui est sud-ouest, et titré enfin un djihadiste ou un terroriste ou je ne sais quoi, enfin le titre inverse, c'est-à-dire que j'arrivais dans la nouvelle ville, et là pareil, grand cas, avec les réseaux sociaux qui s'affolent, les gens qui racontent n'importe quoi à mon sujet, l'extrême droite qui reprend tout ça, et puis voilà, et puis le jeu habituel de la psychose. Donc le ministère de l'Intérieur et la préfecture du Tarn ont exploité délibérément des incidents de voisinage, en fait, très classiques, hein, créés de toutes pièces, en plus par un couple de fonctionnaires de police qui avait la super bonne idée d'être encarté au Front National local, donc à Carmaux. Donc c'est ce couple-là et la mère M, accent grade RE, de cette brave dame, donc qui habitait à 100 mètres du domicile familial, a à plusieurs reprises détourné les pouvoirs publics pour mener à bien donc sa mission. Sa mission, c'était de m'éloigner à tout prix de son voisinage, parce qu'elle ne supportait pas une personne qui avait été condamnée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, bien que j'ai toujours nié les faits, les accusations qui ont été portées à mon encontre. Eh bien, ces braves gens n'ont jamais supporté cela, et donc ils ont été à l'origine de cette cabale qui a été à la fois exploitée par le nouveau préfet Jean-Michel Mougard, qui est arrivé en poste le 19 septembre 2016, donc à la préfecture du Tarn. Et donc c'est ce qui a permis en fait aussi au ministère de l'Intérieur
de réaliser au moins 4 objectifs. Premier objectif, m'éloigner de ma femme et de mes enfants, après m'avoir retiré les papiers. Deuxième objectif, me rajouter un 4e pointage, alors qu'à l'époque, je n'avais que 3 pointages. Troisième objectif, me confiner 7 jours sur 7 de 21h à 7h du matin. Oula, la caméra est en train de se barrer. À 460 km du domicile familial. Et enfin, quatrième objectif, mettre en place une surveillance permanente. Donc 2 jours, c'était 2 gardes mobiles qui suivaient le moindre de mes déplacements. Et de nuit, c'était une demi-douzaine de gardes mobiles armés. Et quand je dis armés, ils n'avaient pas juste des matraques, hein. Ils avaient des 9 mm, ils avaient des fusils d'assaut, ils étaient lourdement armés. Et donc ces gardes mobiles veillaient sur moi toute la nuit, et ce pendant 2 mois en continu. Voilà les attentions auxquelles j'ai eu droit de la part du ministère de l'Intérieur. Et donc ça, c'était à l'époque Cazeneuve. Vous savez, ce ministre de l'Intérieur qui avait une garde-robe qui ressemblait étonnamment à la garde-robe de certains officiers d'une certaine armée d'occupation dans les années 40. Voilà. Donc c'était le prédécesseur de M. Gérard Collomb, qui fait presque office de jeune freluquet vis-à-vis de M. Bernard Cazeneuve. Donc selon la rapporteure, au regard de la loi, je serais devenu un sans-papier depuis septembre 2016. En fait, c'est ce que recherchait Madame Léglise, hein, Madame Pascale Léglise, hein, qui est numéro 2 de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, et qui a gravi tous les échelons. Hein, donc elle est passée pratiquement par tous les échelons, et puis elle aspire à être numéro 1, c'est son précieux, numéro 1 de la Direction des libertés de la DLPAJ, donc c'est-à-dire de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, à la place peut-être de M. Thomas Compo, oui, Thomas Compo, qui est l'actuel numéro 1. Donc peut-être cherche-t-elle à être calife à la place du calife, ou en tout cas numéro 1 du DLPAJ à la place du numéro 1 de la DLPAJ. C'est peut-être voilà, son but ultime. Et tout cela, bien sûr, en faisant la peau de gens comme moi, qui sont censés être des menaces à la société. Et donc, selon la rapporteure, un sans-papier ne peut pas se prévaloir de la Convention européenne des droits de l'homme. Bah oui, évidemment, c'est pas un homme. Non, je plaisante, mais en fait, un sans-papier, oui, si vous voulez, il n'a pas de papier, donc il n'a pas de papier, donc il n'a pas d'âme. Et donc, s'il n'a pas d'âme, il ne peut pas se prévaloir de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque pour être un homme, il faut avoir une âme. Vous comprenez le truc? Donc cet argument, bon, à mon avis, il est assez contestable, pas du tout pertinent, et je dirais même qu'il constitue une extrapolation tendancieuse. Alors, moi, j'ai la faiblesse de le dire, mais je ne suis pas spécialiste du droit, mais non, mon avocat, bon, a quand même insisté pendant sa plaidoirie pour dire que cet argument n'était absolument pas pertinent, et que la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais déclaré quoi que ce soit de cet ordre. Voilà, donc ça c'était sur le deuxième argument, donc concernant l'inconventionnalité de la loi sur laquelle repose l'arrêté du ministère de l'Intérieur, qui m'assigne à résidence depuis près de 10 ans maintenant. Et alors, troisième argument, et non des moindres, c'est que quand le droit ne suffit pas, il faut faire peur. Et donc, Madame Pascale Léglise a expliqué les motifs de mon évacuation. Alors le terme de Madame Pascale Léglise n'est pas dû au hasard. Bon, elle parle d'évacuation, le Conseil constitutionnel parle de délocalisation, moi je parle de déportation. Bon, vous choisissez le mot que vous voulez. Mais alors,
quand Madame Pascale Léglise, donc numéro 2 de la DLPAJ et représentante en chef du ministère de l'Intérieur en tant qu'avocate émérite, parle d'évacuation, bon, je voudrais quand même lui rappeler l'étymologie du mot évacuation, qui vient du latin, bien sûr, evacutio. Evacutio, alors je ne sais pas, deux prononciations sont possibles. Bon, je fais un peu de latin, mais bon, je ne sais plus si on dit evacutio ou evacutio. Bon, s'il y a des latinistes dans la salle, n'hésitez pas à nous faire part de vos lumières. Et donc l'évacuation, le sens numéro 1 de l'évacuation, c'est l'action d'évacuer, bien sûr. Sens numéro 2, c'est la décharge, c'est la sortie d'humeur, comme on disait à l'époque, d'excréments, de matière viciée. Donc je ne sais pas si c'est le sens numéro 2 qu'elle utilise, je ne sais pas si c'est cette acception-là du mot évacuation, mais bon, en tout cas, il est quand même assez gore. Il est assez donc décharge, sortie d'humeur, d'excréments, de matière viciée. Donc je vous remercie Madame Pascale Léglise si vous avez, lorsque vous employez le mot évacuation, si vous pensez à cette acception du mot évacuation. Le sens numéro 3, c'est les matières évacuées. Donc voilà, donc toutes les déjections, etc. Donc je serai, selon Madame Pascale Léglise, une déjection, une espèce d'excrément, de matière viciée, voire d'humeur. Voilà. Le sens numéro 4, et c'est peut-être celui-là qu'elle vise, c'est le sens militaire, c'est l'action d'évacuer un pays, une place de guerre, par exemple à la suite d'un traité, d'une capitulation, etc. Mais bon, je ne sais pas si la France on est arrivé là. Je ne pense pas qu'elle soit dans la logique d'une capitulation face à un pauvre, un modeste Olybrius comme moi. Mais bon, il y a ce côté frappeur d'évacuation militaire. Et enfin, le sens numéro 5, c'est toute sortie en masse produite par nécessité, par ordre, par des mesures de force. Donc de toute façon, quelle que soit l'acception du mot évacuation, on voit bien qu'il s'agit de faire peur, il s'agit de montrer que M. Daoudi est l'axe du mal. Et quand je dis M. Daoudi, je ne parle pas de moi à la troisième personne pour faire joli, hein. C'est que voilà, les mots ont un sens, Madame Pascale Léglise. Moi, quand je parle de déportation, je pense que je suis plus proche de la réalité. Et ce n'est pas faire injure aux familles des gens qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la guerre d'Espagne ou pendant la campagne de Russie ou je ne sais. Donc Pascale Léglise est allée quand même assez très vite. Non, je suis fatigué là. Elle est allée très vite en besogne. Et finalement, elle n'a pas développé ce point-là sur ma dangerosité supposée. Nous y reviendrons plus tard, parce que, bon, si elle n'a pas développé ce point-là, elle n'a pas non plus commenté les nombreuses pièces que nous avons fournies au tribunal. Parce qu'on a bien sûr démonté méthodiquement toutes les notes blanches qu'elle a fournies pour expliquer que j'étais quelqu'un d'extrêmement dangereux. Elle n'a pas vraiment cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu une perquisition administrative à mon domicile familial. Les raisons pour lesquelles un quart de CRS est resté stationné plus d'un mois et demi en face du domicile familial. Les diverses manipulations consistant à exercer des pressions sur ma femme, mes enfants et moi-même. J'y reviendrai parce que le sujet est encore loin d'être épuisé. Donc en fait, Madame Pascale Léglise a recherché à tout prix à me présenter comme un individu violent et dangereux. Bien sûr, mon avocat est revenu sur tous ces éléments qui constituaient le cœur du mémoire de Madame Pascale Léglise, qui avait fourni de nombreuses notes blanches, datant même de l'époque de feu la DCRI, donc la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Et il semblerait que l'exposition des méthodes de la DCRI au procès de l'affaire de Tarnac l'ait quelque peu dissuadé d'insister sur ces divers points, bien que son mémoire revenait à force de grands détails sur les notes blanches. Des notes de synthèse signées par d'aussi prestigieuses plumes que
Madame Dominique Rollière, par exemple, pour ne citer qu'elle, qui était l'ancienne sous-directrice de la SDAT, pardon, donc de la sous-direction antiterroriste, et qui a été débarquée au moment de la purge des services consécutive au raté de l'affaire Mohamed Merah. C'était l'une des rares femmes qui était à la SDAT, et puis bon, bah, la SDAT l'a débarquée. Enfin, bon. Et donc, Madame Pascale L'Église a osé, et je pense que c'est ça ce qui a été le plus douloureux pour ma femme, elle a osé reparler devant ma femme de la vraie fausse affaire d'apologie publique d'actes de terrorisme concernant une gamine qui était âgée de 12 ans à l'époque, des accusations qu'on a portées contre elle et qui se sont avérées être un bidonnage complet. Ce bidonnage a été réalisé par 2 professeurs de son ancien collège, dont l'un ne cachait pas ses affinités politiques pour la droite extrême, pour ne pas dire l'extrême droite. Sur son compte Facebook, il affichait clairement ses points de vue politiques. Voilà, bon, bah, cette personne, bah, il se trouve qu'elle a été un peu débarquée, quoi. Enfin, elle a eu le droit à un rapport. Et puis bon, bah, finalement, le principal n'a pas souhaité que cette personne reste dans l'établissement. Mais bon, quand Madame Pascale L'Église s'est aventurée sur ce terrain glissant, bon, la présidente a eu quand même la correction de l'interrompre assez sèchement en disant que ce n'était pas un argument pertinent que de parler de ma belle-fille en ces termes et de l'accuser, alors que l'affaire a fait l'objet d'un non-lieu, c'est-à-dire que même l'enquête préliminaire n'a absolument pas confirmé quoi que ce soit des accusations portées au tout début. Et là encore, ironie du sort, mais bon, moi j'y crois pas beaucoup à l'ironie du sort. Hein. À un moment, bon, quand il y a plusieurs fois l'ironie du sort, c'est plus de l'ironie, c'est plus du sort, c'est même pas un sortilège, pour moi c'est une cabale. Voilà. Et donc, bah, ironie du sort, devinez qui était en charge de l'enquête, encore, là aussi, eh bien c'était le commissariat de Carmaux, à la tête duquel il y avait ce brave commandant de police qui est toujours en exercice. Je ne sais pas s'il va rester longtemps en exercice, parce que bon, avec toutes ces petites casseroles qu'il a à l'arrière-train, j'espère bien qu'il ne restera pas en poste au commissariat de Carmaux. Enfin bon, ça c'est l'enquête qui déterminera ses responsabilités, et je pense qu'il en a. Mais bien sûr, avant que l'enquête puisse se faire sereinement, il faudrait déjà que le procureur du TGI d'Albi soit dessaisi de l'affaire, puisque c'est quand même le procureur du TGI d'Albi qui a confié l'affaire à un des larrons de la plainte contre X qui est adressée par ma femme contre toutes les personnes qui ont cherché à l'anéantir depuis près d'1 an et demi, puisque ma femme est en arrêt parce qu'elle a été traumatisée par toute cette affaire. Et là, ce que je vous ai narré, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à la réalité, parce que voilà, bon, il y a une enquête préliminaire, donc je ne voudrais pas interférer sur cette enquête préliminaire, mais si cette enquête aboutit et si le magistrat qui héritera de l'affaire, parce que je ne doute pas que enfin, si ce pays est un état de droit, je ne doute pas que le procureur soit dessaisi de l'affaire au profit du doyen des juges. Donc si cela devait arriver, vous verrez que ce n'est pas une petite affaire. C'est loin d'être une petite affaire, et vous verrez, je l'espère, que dans le département du Tarn, bien que ce soit un département où l'histoire a été quand même douloureuse, hein, puisqu'il y a eu les Cathares, il y a eu
la grève des mineurs, enfin bref, il y a eu quand même des événements assez douloureux, et il semblerait que certaines personnes aient oublié cette histoire, ou bien en fassent peu de cas et se permettent de jouer avec le droit comme on joue avec des allumettes. Donc Madame Pascale Léglise a conclu son intervention en disant qu'il y avait toujours une perspective d'éloignement à mon encontre, que j'avais arrêté de rechercher des pays d'accueil. Bon, je rappelle quand même à Madame Pascale Léglise, si elle m'entend, ou si l'un de ses amis l'entend, je lui rappelle quand même que j'ai fait environ 35 demandes auprès de diverses ambassades pour éventuellement trouver un pays d'accueil. Il y a des demandes que j'ai même fait en double, voire en triple, à des moments différents. Je n'ai obtenu aucune réponse positive. Et donc, Madame Pascale Léglise a quand même dit que j'avais mis la France devant le fait accompli en osant faire des enfants français, mais que de toute façon, cela ne me protégerait aucunement d'une expulsion, selon elle. Voilà. Donc, c'est comme ça que Madame Pascale Léglise a conclu sa prestation magnifique. Alors, bien sûr, mon avocat est revenu sur tous ces points. Donc la décision a été mise en délibéré et chose fait extrêmement rare, aucune date n'a été précisée. Là aussi c'est encore inédit. Donc habituellement les décisions sont prises sous les 15 jours à 3 semaines, donc aux environs du 15 avril ou du 21 avril. Peut-être le 21 avril, hein, peut-être que le 21 avril j'aurai une décision positive, hein, je ne sais pas. Parce que le 21 avril en fait ça sera l'anniversaire, oui, de la défaite de la gauche, mais ça sera surtout l'anniversaire, le 10e anniversaire en fait de ma sortie de prison. Je suis sorti un 21 avril. Bon, alors ma liberté n'a pas duré très longtemps, puisque après je suis allé en centre de rétention administrative. Puis après, j'ai été assigné à résidence, et ça fait près de 10 ans que je suis assigné à résidence. Donc voilà, je sais pas, peut-être que le 21 avril j'aurai une bonne surprise, ou alors au contraire, une très mauvaise surprise, et puis on continuera comme avant. Voilà. Donc cette vidéo, je pensais pas qu'elle allait durer 57 minutes et 40 secondes, me dit-on. Voilà, juste pour vous dire qu'est-ce que je vais vous dire? Bien, je voulais vous dire quelque chose. Oui, alors en fait, mon avocat a fait des écritures pour contester en fait la logique du rapporteur. Hein. Bon, elle a cité une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui date de février 2018, qui date d'il y a 2 mois, en l'interprétant à sa manière, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'interpréter cette jurisprudence, et donc il dit que une personne qui n'a pas de papier, donc pas d'âme, donc qui n'est pas un homme ni une femme, donc on ne peut pas lui appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il faut qu'il soit un homme ou une femme, enfin un homme avec un H majuscule. Et donc, s'il n'a pas de papier, il n'a pas d'âme. Donc c'est pas un homme ou une femme. Et voilà. Donc voilà, c'est ce que, en tout cas, l'interprétation qu'en donne Madame la rapporteure publique de l'audience du 30 mars 2018. Voilà à peu près, je crois avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que je n'ai pas été trop jargonneux. Je vous avoue que je suis sur cette vidéo pour la préparer, pour faire en sorte qu'elle soit à peu près compréhensible de tous, en tout cas toute personne qui n'a pas forcément un bagage en termes de droit. J'ai essayé d'être le plus précis possible.
Voilà, n'hésitez pas donc à me faire part de vos commentaires, soit directement dans les commentaires de la vidéo, soit sur mon compte Twitter. Je vous le rappelle, c'est @sentier battant au singulier, avec un S majuscule et un B majuscule tout attaché. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à commenter, partager, liker, aimer cette vidéo. Et puis je terminerai par juste un petit clin d'œil, parce que bon, l'époque veut ça. Figurez-vous que il y a quelques jours, une connaissance a trouvé ce journal. Regardez, je vous montre ça à une. Ouais. C'est Aspect de la France. Vous savez, c'était je ne sais pas si ça l'est encore, c'était un hebdomadaire de l'Action française. Donc il en a trouvé toute une pile dans une maison abandonnée. Et puis on retrouve, vous voyez, c'était un journal qui date du 20 mai 1976, donc c'est pas d'hier. Hein. Enfin, c'est pas d'hier, ça remonte quand même. Et donc c'est les mêmes titres, hein, quelle sécurité pour la France, le colloque Nation Armée, Paris, plaque tournante du terrorisme, qui protège les tueurs. Voilà, donc c'est un éditorial signé Pierre Pugeot de l'Action française. Et je ferai peut-être une vidéo dessus après avoir lu cet article. Mais voilà, c'est pour vous dire que finalement, c'est tout le temps les mêmes recettes en fait. Lorsqu'un pays est en crise, on ressort les mêmes panacées, la nation, l'armée, la police, la sécurité, le terrorisme, et tutti quanti. Tout ça pour mener une répression de tous les mouvements sociaux et de toutes les personnes qui cherchent simplement à garder leur dignité. Voilà. Donc en fait, le croque-mitaine terroriste, il date pas d'aujourd'hui. Hein. Il est vieux comme le monde. En tout cas, au moins vieux depuis l'époque moderne. 76, c'est quand même pas tout frais. C'était à l'époque de Giscard. Bon, alors c'est vrai, Giscard est encore vivant, il est encore frais, lui. Enfin, je ne sais pas s'il est encore frais, mais bon, en tout cas, il est encore vivant. Et j'espère que lorsque cette vidéo sera publiée, il ne sera pas décédé, parce que après, on va dire que c'est encore moi qui ai porté le mauvais œil, ou je ne sais quoi. Donc voilà. Bon, là, j'arrête. J'arrête de vous casser la tête, vous devez en avoir gros sur la patate. Juste un petit mot pour nos amis qui parlent la langue de Shakespeare. I would say just this in English. Excuse my awful accent, you know. My accent is sort of mixed up between Central Asian, Tunisian, and Parisian accents. So that's the reason why, if you don't understand what I'm saying, please feel free to make comments, to tell me, okay, shut up, I prefer you to speak in English, in French, it's better. Anyway, I will try to cast something in English to explain my situation, and I hope that the people who speak English and understand English will follow my Periscope account, and I hope that they will also share this video and explain my situation to the rest of the world, because this situation is not specific to France. In these issues of terrorism and counter-terrorism, and for example, what Naomi Klein was saying about this theory of the shock theory. I don't know the title in English, but in France it's la théorie du choc. Well, Naomi Klein explained very well this what is occurring now, just now. I mean, since the end of the Soviet Union and
let's say since 1991, after the first Gulf War. I mean, I'm not talking about the Irani-Iraqi war, but the war against Saddam Hussein in 1991, which was led by Bush Senior. Well, since then we had the same issues with terrorism and counterterrorism, and in fact this war against terror is very, very let's say it's a big opportunity, in fact, for the governments all over the world to deal with let's say social problems, social issues, with a sort of enemy that you can make up as you want, in fact, because terrorism is not an entity. It's a form of it's a way of leading war with few possibilities, with few warfare. So I guess if Jesus was present between us, he would be considered as a terrorist, because he doesn't want capitalism to be spreading all over the world. So if we don't realize that this war against terror is in reality a war against people, all the people who don't want to be swallowed by capitalism. I mean, total capitalism, a sort of totalitarian way of leading the world with money and nothing but money. Well, I will try to make a vine, to cast something about my situation, and to make this video understandable for people who don't live in France, who don't know exactly what is happening in France, but I guess they will feel concerned. So please tell me if you have some comments. You can let your comments in English, in Spanish, because I also speak Spanish, in Arabic, and I will try to respond to your questions, and if there are enough people who want to understand the situation I'm living, I will make perhaps some videos in English or in Spanish or in Arabic about my situation, but not only my situation, the situation of many people who are experiencing the same issues. Thank you very much, guys. Have a nice evening, and see you soon. Bye.